Nous commençons alors, nous arrivons à la conférence de clôture. Je suis Maxine Molineux, je suis sociologue. J'ai fait la direction de l'Institut des Amériques à Londres pendant 6 années et je suis très heureux d'inviter les réflexion finale sur notre thème d'aujourd'hui, de cette conférence, art culturel. Nous commençons donc avec celui de Lawrence Whitehead, ici, analyste de l'Amérique latine, spécialisé en affaires internationales et politiques de Nuffield College, Oxford. Et après, j'ai le plaisir d'inviter Paul Caval, professeur émérite de la Sorbonne, très connu pour ses contributions à la géographie et l'épistémologie. Alors, je passe la parole à Laurence, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Maxine. Comme président du Conseil scientifique de l'Institut des Amériques, c'est un grand plaisir et une vraie satisfaction participer dans la clôture de ce colloque. Je crois que nous avons passé 2 jours et demi très riches et très stimulants. Et je dois souligner que cette 12e colloque annuel est d'une importance spéciale dans l'histoire de l'Institut des Amériques. Pendant plus qu'une décennie, nous avons convoqué des colloques annuels comparativistes sur une série de thèmes transversales. L'urbanisme dans les Amériques, les crises dans les Amériques, l'intégration régionale, les migrations, la condition des femmes, etc. Chaque fois, nous avons cherché les thèmes, les éléments spécifiquement américains de ces phénomènes. Et je crois qu'en beaucoup de cas, nous avons pu enrichir l'analyse générale de chaque de ces concepts ou de ces thèmes, introduisant une perspective originale dérivée de l'expérience de l'hémisphère occidental. Mais cette colloque nous avance à une étape nouvelle et, j'espère, supérieure. Il représente un projet largement planifié et qui avait des possibilités d'initier une série de projets futurs pour approfondir les apports de cette semaine. Pour l'Institut des Amériques, c'est une initiative fondamentale parce que dans un monde chaque fois plus, je ne sais pas si je dois dire mondialisé ou globalisé, il y a un débat sur ces mots, mais de tout plus intégré, et dans un contexte académique où dans les sciences sociales et surtout dans les sciences sociales anglo-saxonnes, on voit une retraite et peut-être aussi même un oubli des connaissances accumulées dans le champ des area studies. Et ici, je vais utiliser la phrase anglaise de propos délibérés. L'Institut doit faire face à un défi en certain sens existentiel. Pourquoi faire des études sur une région quelconque quand beaucoup des autorités académiques les plus autorisées recommandent au contraire des analyses disciplinaires plus raffinées dans ces méthodes modernes, sans doute, mais aussi plus désintéressées en ce qui concerne les déviations et les curiosités contextuelles locales. Cela, c'est un défi
dans tout le monde contemporain et surtout dans le monde anglo-saxon, où nous avons la tendance de projeter nos préconceptions nord-américaines et anglaises et nos catégories d'analyse sur tout le monde, avec la possibilité de faire cela parce que la langue anglaise, c'est la langue mondiale. Mais pour l'Académie française, avec ses traditions, ses richesses dans les champs de la géographie sociale, de l'histoire universelle, de l'anthropologie, de la philosophie, etc., c'est un défi aigu parce qu'on court le risque de perdre contact avec des littératures les plus fécondes et précieuses. Heureusement, ce n'est pas trop tard. Et à dire la vérité, la homogénéisation intellectuelle de l'académie globalisée heurte à ses limitations inhérentes. En tant les sciences sociales, comme les décideurs gouvernementaux et coopératifs, commencent à céder plus d'espace à des analyses plutôt contextualisées. Probablement, l'ascens de l'Asie et le reflux de l'Europe avaient aidé à pousser dans ce sens. Davantage, les événements dramatiques et souvent inespérés dans l'Orient moyen après le printemps arabe avaient souligné la nécessité d'étudier la langue, l'histoire, les traditions, les mentalités des régions plus éloignées des préconceptions peut-être un peu hégémoniques occidentales. De toute façon, maintenant, il existe un espace de débat nouvel sur ces thèmes. Et l'Institut des Amériques peut jouer un rôle dans cette entreprise intellectuelle. Jusqu'à maintenant, j'ai fait un effort, pénible sans doute, de parler en français. Mais je suis très conscient du problème de la traduction. C'est un thème qu'on a discuté dans le colloque. Et je ne veux pas perdre la piste de mon analyse centrale pour ces problèmes de traduction. Pour cette raison, maintenant, je me donne le privilège de compléter mon exposition en anglais. Je crois qu'il y a traduction, il y a des headsets pour... il vaut la peine de faire cela parce que cette colloque s'appelle en français « Théoriser la recherche en ère culturelle, évolution et stratégie ». Mais en anglais, il s'appelle « Triangulating Area Studies, Concepts, Evolution and Strategy ». Now, if you compare those two versions, lorsqu'on compare ces deux titres du colloque, on voit que ce n'est pas la même chose. And in French, we have évolution et En français, on parle d'évolution et de stratégie, mais en anglais, il y a les concepts qui sont rajoutés. Donc, il existe des contrastes entre ces deux titres. Afin de ne pas retomber dans de telles difficultés, j'ai rédigé mes remarques en français, mais j'ai commencé à me heurter à des problèmes de traduction de ces concepts clés. Donc, j'espère que vous allez m'excuser. L'une des questions sur lesquelles il faut se concentrer est de savoir dans quelles circonstances est-ce qu'il est utile, pertinent et valide de prendre une grande région telle que les Amériques comme sujet de recherche et d'analyse, en contraste avec d'autres unités que l'on pourrait utiliser, par exemple les familles, les régions, les sous-régions, les pays,
les régions définies par des langues, mais nous avons pris les Amériques comme unité d'étude. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette région qui pourraient justifier l'utilisation de cette région comme sujet d'étude? Et ici, je pense que la suggestion de Hansen, M. Hansen, est très utile. Il dit, et je cite, qu'il faut 2 éléments. D'abord, l'impact profond à travers toute la région. Et ensuite, les interactions fortes entre les sous-communautés habitant cette région. Prenons l'exemple des Amériques. La découverte du continent américain par les Européens au XVIe siècle représente un exemple d'un impact approfondi. Et un autre exemple serait la Révolution française qui a eu pour conséquence de rompre avec 300 ans de contrôle colonial. Et les Américains ont rompu avec le contrôle britannique. Donc, ce sont des exemples des impacts profonds. Alors, peut-être que cette région dispose de certaines caractéristiques qui nous aident à la définir. Cette région des Amériques n'a pas d'aristocratie, pas de roi, pas de pouvoir héréditaire. C'est la Révolution française qui a mis fin à ces dynamiques. Et il y a des conséquences sociales qui en découlent. Mais, comme l'a dit Hansen, il ne s'agit pas tout simplement de considérer les caractéristiques qui définissent une région, mais aussi l'idée des personnes pour lesquelles on définit les régions. Nous étudions des régions, comme l'a dit l'un des intervenants aujourd'hui. Nous les étudions pour mieux comprendre notre propre région. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous faisons ces études, comme M. Tocqueville. Ainsi, en étudiant les Amériques, il a compris l'absence d'égalité en France. Une autre raison serait de pouvoir comprendre les distances entre ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible dans l'expérience humaine, c'est-à-dire élargir ses horizons. La troisième raison serait de chercher les caractéristiques universelles malgré les différences. Une quatrième raison qui reste pertinente, comme nous avons beaucoup entendu parler des débouchés, est la recherche des façons d'étudier les régions autres que les miennes, parce que cela va me permettre de jouer un rôle important dans ma propre région. Toutes ces raisons sont valides et peut-être elles se renforcent entre elles. Are the driving consideration. Ensuite, une autre question qui est sortie de la conférence est la suivante. C'est la question la plus large à propos de ces grandes régions dans le monde. Il existe d'autres façons, bien sûr, de les examiner. Par exemple, les approches au peuple amérindien. Moi-même, je veux me concentrer sur cette perspective globale. C'est une perspective holistique. Il faut qu'elle soit interdisciplinaire aussi.
Il faut connaître la géographie, l'histoire, certaines langues, avoir des connaissances dans tous ces domaines et dans les sciences sociales aussi, pour pouvoir faire le lien entre ces différents domaines. Ce ne sont pas des connaissances que l'on peut acquérir sans formation. Il faut beaucoup d'expérience, il faut une formation et une éducation formelle. C'est ainsi que l'on peut différencier les approches productives des approches non productives. Mark Ems, qui a parlé de la région turque, a fait 2 commentaires très intéressants. Il a parlé par exemple de la longue durée de l'Empire turc qui a existé pendant 500 ans. Alors, il faut reconnaître que la dimension spatiale et la dimension temporelle sont primordiales aussi. Are quite as important or perhaps more important than the spatial. After all, the spatial dimensions, he illustrated it with Turkey, over the 500 years, the Turkish unit kept changing its boundaries in radical ways, shrinking and expanding and so on. And even with regard to the Americas, there are real questions, although geography makes it a lot easier. There are real questions about who do you include and who do you not include. That's what the Monroe Doctrine is about. That's what, anyway. So there are a lot of issues about the spatial limits of the large areas that you're looking at. But in a way, the most interesting thing that came up was the temporal dimension. If we think about the temporal rhythm governing the longue durée evolution of a large world region, do we assume, under the model of globalization, it's very easy to assume it, that these things are synchronous? That's to say, all the large regions that we're looking at are affected by the flow of world historical time in the same manner. That's kind of an unspoken assumption. And yet, when we look at the contemporary world, it's actually quite clear that some temporal rhythms are quite different from others. The 7th century is much more alive in the Arab world than it is in the American world, for example. In fact, I think one could really develop this quite a lot further, and one of the questions that as Americanists we might want to ask ourselves would be, it's not an easy question to answer, but it's a good question to ask. Are the Americas, for various reasons to do with their distinctive historical experience, more oriented to the future and the present, less controlled by very distant past imaginaries than other parts of the world? In a way, this is quite connected with ideas about America as the first, United States as the first new nation, also the republics that were created that were very modern liberal republics at a very precocious stage in the Americas, and it has to do with ideas about modernity and modernization. So clearly, one's asking a question about a large region, but one's asking a question which has powerful implications for universal social theory. The large regions in question are socially constructed. There is, of course, an objective reality, which is that the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean are very wide oceans, and therefore they impose some geographical limits which prevent or restrict the flow both of biota and of human beings over a long period of time between the Americas and the rest of the world, and that is different from the situation of the relationship, for example, between Europe and Asia, where there's a land corridor which constantly
connects them. So there are physical realities that need to be taken into account, and they need to be studied in the most rigorous and scientific manner. All those kind of external criteria for thinking about large regions, what's the demography, what's the environmental endowments, and so on, need to be given their due weight, and they need to be studied with the rigor and the scientific precision that an external scientific view would generate. But if we're taking a holistic view, we also need to understand the mentalities of the societies within which operate within these externally given boundaries. And those mentalities have to be studied to some extent from within. The divide between the social sciences and the humanities mustn't be allowed to get too wide, because if it gets too wide, you can no longer access through the social sciences the ideas, the feelings, the imaginaries which govern the behavior of people in a particular large region. Now, to get the right balance between these very scientific things, my demography, my environmental knowledge and so on, and at the same time to combine it with this more subjective and, to use Weber's phrase, the Verstehen, which is relevant, is not something that comes automatically. It requires training, experience, expertise, reasoned judgment. It cannot be picked up from the green zone after you've invaded. You've got to have thought about before you sent the army in. It cannot be picked up from the taxi after you've made the investment and you're coming in from the airport. So there are all kinds of practical reasons to do with globalization, why the combination of those things and learning in a rigorous and systematic way how it can be done well and how it might be done badly is necessary. That's why you shouldn't despair about large region or area studies, even though there may be a current tendency to undervalue them. Now, of course, that doesn't mean that you should go to the other extreme and say, as I think some area studies people at a certain point did, all that matters is my area. I only need to know about my area. Nothing you tell me about anything else is of any interest. The question that those people always needed to be asked is, for what purposes are we studying these large areas? What is the explanatory leverage that we're gaining by using this unit of analysis rather than the alternative units of analysis that are possible, both universalist units of analysis and also much more granular disaggregated units of analysis that were also possible. The data does not speak for itself. That's the reason why a certain amount of universalism can lead you to myopia. You think that you're measuring the same thing when you ask, how happy are you in every language in every part of the world, and you screen out all the things that are relevant for people's understanding of what your question is. Well, you end up with an answer which is almost worse than not having asked the question in the first place, because it's so paradoxical and so doubtful what it means, because you haven't got the contextualization you would need in order to make good sense of that question. And you need to take into account not only the formal procedure, which would be involved in asking that question, but the tacit knowledge, the linguistic skills, the local understanding, which would be essential for interpreting what kind of evidence you're actually collecting. Good area studies training helps us to correct these biases. The test is then to try the interpretations that you get from a large area analysis against equally well-honed, more contextual alternatives. They may be much more localist. They may be much more transversal. And in any case, they help us distance ourselves from capture by the raw advocacy of unmediated interests. If you're not sufficiently trained in area studies and you go to an unfamiliar area,
and you find some, extremely emotional situation, you don't have the tools to judge it and filter it. So you become captured by it. You kind of automatically interpret it in terms of the experience of your home society. And that can lead to very serious misunderstandings and bad science. So good area studies uses theory and comparison. It uses external science. It only deploys large region or area categories when they are relevant for the problem that's being analyzed. And there are three types. Ariel Arama is very useful on this. Three general traditions in the comparative area studies field. There are the sub-regional comparisons, where you ask yourself, how different is the United States with its Protestantism from Latin America, from its Catholicism, or how different is the Caribbean, which is English-speaking, from the Caribbean, which is Spanish-speaking, and so on. You need those. But too much area studies is focused only on the sub-regional. You need the cross-regional, and you need the trans-regional, the inter-regional. And actually, in a globalized world, the ability to sum up the main features of the region you're interested with in a holistic manner in order to compare them with other regions is more important and more difficult than perhaps area studies people have been recognizing. It's important to mention, of course, that not all large world areas are of equal cohesion, of equal distinctiveness, and there's a great deal of asymmetry. So when you start comparing the large region you think you know about with other large regions that you don't know so well, you not only have to overcome the handicap that you don't know the other large region very well, you also have to overcome the handicap that perhaps in the world some of these places are peripheral, some of them are in a downward spiral, some of them are rising rapidly. Some of them, like the Europeans, are so accustomed to being on top that they're having difficulty coming to terms with the fact that Europe is a large world region in rapid retreat. In other words, you need to know more than just about your large world region. You need to know the right dimensions to look at in the world that you are comparing with your large region. Alan Dieckhoff, I think, was right to say that you need to master both a discipline and the context of a region, and that it's difficult to strike the balance between the two. He thought there was a risk of overemphasizing the empirics and underestimating theory, and I suppose in his experience that may well be so. My experience from Latin American studies is that there's sometimes a risk of overvaluing certain kinds of theory. The idea that, it used to be dependency theory, but it could equally well be Rawls, it doesn't matter, some theory which you think to be universal when it's actually reflecting a relatively limited period of time and a limited part of the reality that you're dealing with. So I would say, while agreeing with Alan Dieckhoff's general line, the crucial question becomes, for whichever topic you're analyzing, you need to scope the domain that is relevant for addressing that question. It isn't always the same domain. It isn't always stable over time. And the questions that you're researching into define the appropriateness of the standard that you're using. And finally, just to come back again to the fact, because we are in a globalized or mondialized context, the regional findings are terribly important, but they are always, in some way or another, even if they appear not to be about anywhere else, they need to be developed with an eye to their universal significance. For example, if you find a reality in your region and you say it doesn't exist elsewhere, you can't leave it at that. The question is there a functional equivalent because there's some kind of need that arises in other societies which is addressed in a different way? If it really isn't, if it's truly unique to your large region and nowhere else, wherein lies the specificity? You've got a real challenge there. Is this truly exceptional? And to the extent that it is exceptional within what limits? Those are fundamental questions for large area comparative studies. They are the
warp and woof of what I think both the Institute of the Americas in London and the Institut des Amériques in Paris have been doing and need to be doing more. We shouldn't be ashamed of them. We should be saying to anybody who wants to improve understanding of humanity and the world, this is an essential part of the battery of tools you need in order to do it well. Thank you. Thank you very much, Lawrence. I hope you'll forgive me for lapsing into my native tongue. Thank you for that. It's a very well-drawn itinerary of the sorts of ways we might think about doing large areas studies. And you've made a very good case for bringing the Americas together. I would just say that when the Institute of the Americas was established in London in 2004, the North Americans emanating from the embassy in London were extremely outraged to think that the Institute of the United States had been melded or joined with the Institute of Latin American Studies. And the comment was, well, we can understand why Latin Americans might want to be associated with the US, but what have we got to learn from Bolivia? That was a quote given to me by someone who heard it themselves. On the other hand, the Latin Americanist community were rather worried that the study of Latin America would disappear in the maw of the great hegemon. And there was much concern about the importance of understanding the very different power relations that existed between North America and South America, or Latin America and vice versa. So there are still considerable tensions in terms of the identifications that go on in regard to these two regions, with many Latin Americanists thinking of themselves as belonging more to the global South than to some entity in which they are partners, so to speak, in analysis with the United States. Lawrence, I would only just add one thing about, I agree very much with your scoping of the different ways in which we might think about area studies. I would just add that one of the things that has changed considerably in terms of thinking about the Americas and institutes of the Americas in the last 10 years or so is the fact that North America and South America have become far more imbricated through the movement of population. And it is often said that parts of the US are being reclaimed by Latin Americans, you know, and that has altered the kind of map, so to speak, of the way we think about both the United States and Latin America. This kind of process of transnationalization has become extremely important in understanding the character of the United States, and can have, and probably will have, quite a significant impact on the political character of the United States. So lots of other things that we could say, but let's maintain the commitment to listening to our speakers, and then we can have a discussion after. Can I pass the parole to you, Paul, please? Thank you very much. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité. J'ai découvert un peu tard que le colloque était organisé par l'Institut des Amériques, ce qui n'est pas pour me déplaire, car les deux seuls ouvrages de géographie régionale que j'ai commis portent sur la conquête de l'espace nord-américain et sur la fabrication du Brésil. Donc, je me sens dans un milieu qui est familier. Je voudrais remercier les organisateurs pour la qualité du colloque auquel j'ai assisté. Il était riche, il était bien organisé, mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le rythme parce qu'au fond, il était le résultat de 5 journées préparatoires. Il y avait une logique qui était déjà en cours et bon, je mis le premier après-midi à la comprendre
Au début, je pensais que le problème ne serait pas un problème de relation entre discipline et approche régionale. Je pensais que ça serait plus classiquement quelque chose sur les problèmes culturels. Ce colloque concerne une spécificité française, la place que tiennent les aires culturelles dans l'organisation des sciences de l'homme et de la société. Il s'attache aux aires culturelles et beaucoup ont dit que le terme était imparfait, mais faute de pouvoir dire facilement en français les études d'air et surtout employer l'adjectif aréal, je crois qu'on en reste à aire culturelle même si c'est imparfait. Le problème traité, c'est ce que j'ai découvert progressivement le premier après-midi, c'est celui du partage entre les disciplines et les aires culturelles, un partage qui existe depuis la formation des sciences sociales, quelque part entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle, et que l'évolution actuelle conduit à repenser ou à penser un peu différemment. Ce dont il a été question, c'est de la réévaluation de ce partage qui est rendu nécessaire pour plusieurs raisons. L'impact de la globalisation, de toute évidence, qui explique peut-être pourquoi, comme vous avez posé la question, on a choisi de très grandes aires. L'évolution des cultures et des civilisations, les nouvelles conceptions des fondements épistémologiques des sciences de l'homme et de la société, et les rapports qu'elles entretiennent avec les humanités, vous en avez parlé un instant, mais également de plus en plus avec les sciences cognitives, et il n'y en a guère été question, ça ne s'imposait pas évidemment. Le congrès est né d'un mouvement d'opposition entre une série de critiques qui ont été formulées dès le premier après-midi, et de réponses, et à partir de cela, on a brodé là-dessus. Alors, je pense que l'attaque est venue de Michel Vievorka, qui a souligné que dans des circonstances historiques exceptionnelles, une culture peut occuper un même espace, mais que c'est tout à fait exceptionnel. J'ai le souvenir, assistant à Téhéran à une réunion provoquée par l'ayatollah Khamenei sur le choc des civilisations, d'avoir entendu une communication disant il n'y a que 3 civilisations dans le monde, la chinoise, l'iranienne et la grecque, parce que ce sont les seuls qui, depuis 3 ou 4 millénaires, gardent la même langue et les mêmes frontières. Évidemment, les études culturelles seraient en pareil cas réduites à peu de choses. Et surtout, le reproche essentiel, c'est que les études culturelles risquent de faire oublier que la recherche a pour but l'établissement de l'universel. C'est sur ce point qu'a porté l'essentiel des discussions par la suite. M. Blanquet a reconnu, dans une certaine mesure, la pertinence de la critique moderne, celle évoquée par Vievorka, comme je viens de mentionner, et de la critique postmoderne, les aires modernes, les aires culturelles adoptant une perspective constructiviste dans la production du particulier. À cette critique s'est ajoutée celle formulée par Michel Lucken, soulignant qu'on avait quelquefois tendance à interpréter les différences culturelles comme quelque chose que l'on peut apprécier sous le coup de l'émotion, sans appliquer les démarches critiques habituelles,
Et l'on peut comme ça imaginer que des jardins secs japonais des années 1930 appartiennent à une tradition vieille de 5 ou 6 siècles. C'est une façon de critiquer les aires culturelles, les approches des aires culturelles, par refus d'y intégrer la dimension historique. En même temps, c'est un signe que le regard que l'on porte sur l'autre dans les approches culturelles n'est pas toujours convenable. Alors, ce qu'apportent les ailes culturelles, M. Blanquet a fait une intervention balancée. Oui, il y a des faiblesses, mais non. Les aires culturelles ont un apport très positif. Elles assurent la prise de la recherche sur le concret et plusieurs des participants sont revenus sur cette question du terrain, sur la question de la connaissance des langues, sur la question également de la connaissance de la situation politique et du contexte politique. L'image qu'elles construisent n'est pas forcément statique et elle devient plus intéressante quand elle prend en compte le jeu des flux et celui des chevauchements et superpositions qui caractérisent en particulier le monde moderne mais qui ont toujours existé. Elles offrent un champ à l'interdisciplinarité, au comparatisme, et on a beaucoup insisté là-dessus. Et ces avantages expliquent qu'il ne soit pas question de les supprimer, qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas améliorer leur conception. Donc j'en arrive maintenant, après cette discussion, à ce que je retiens comme apport de cette 2 journées et demie de colloque. D'abord, il est très important, si l'on travaille sur les aires culturelles, de les découper et de les nommer d'une manière pertinente. Les solutions sont innombrables et j'ai beaucoup aimé la communication de M. Georges Laumné nous montrant non pas 1000, mais les 10 ou 20 façons de présenter, concevoir, découper les Amériques, et je pense que c'était une leçon essentielle pour nous. Le choix du nom est essentiel, et la même partie d'Europe n'est pas analysée de la même manière selon qu'il s'agit de l'Europe centrale, de l'Europe moyenne ou de l'Europe médiane, comme Mme Nowitzki nous l'a expliqué. Je crois que ce sont des leçons qui comptent. C'est une notion évolutive et je pense que la communication de Caroline Postel-Vinet a bien établi ce point en montrant que en Amérique, la notion d'aire culturelle s'est imposée en 2 phases avec des présupposés idéologiques et des contextes géopolitiques différents. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et comme c'était le cas à l'Europe à peu près à la même époque, et puis après, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, on peut poser le problème des rapports de l'approche disciplinaire et de l'approche par les aides culturelles en montrant qu'il s'agit d'un problème de rapport de perspective. La perspective disciplinaire est conçue pour aboutir à des connaissances universelles. Sur les aires, la première traduction, ou une des possibilités, c'est une perspective culturaliste, tendance à mettre en avant la spécificité des aires, à s'arrêter à leur exotisme, ce qu'en histoire de la géographie, parce que le problème existe dans toutes les disciplines, dans beaucoup, on qualifie de point de vue exceptionnaliste, les règles générales de la science ne s'appliquent pas lorsqu'on a des objets régionaux. Ça a été un des grands débats de l'histoire de la géographie des années
50 et 60. La prise en compte de l'autre et du nous, c'est le problème essentiel des études culturelles et qu'elles portent sur le monde extérieur ou sur le monde dans lequel on vit. Et on peut l'aborder de deux manières, soit de l'extérieur, l'autre est un objet, et si l'entour est fait d'objets, ou bien on peut chercher à le comprendre, ou enfin, on peut chercher à deviner ou à estimer la manière dont l'autre s'appréhende lui-même et comment il nous appréhende. Donc il y a toute une série de jeux de perspectives entre la perspective universalisante des disciplines, la perspective culturaliste qui isole les airs, la perspective traditionnelle des études culturelles qui projette sur l'ailleurs une vision qui vient de l'extérieur, et puis ce qui correspond aux inquiétudes contemporaines, à la fois liées à la globalisation et liées à la remise en cause d'un certain nombre de points de vue. Le point de vue culturaliste, l'autre diffère par sa langue, ses institutions. L'autre apparaît fondamentalement différent car on ne prend pas en compte le contexte dans lequel il vit, son historicité, ses imaginaires. Et j'ai trouvé que je n'ai pas le doigté. Just looking here through my notes. I thought what Marc Amos said was very interesting. It shows us to the degree to which we moved away from a culturalist approach. We did not think about historicity in the same way. We looked at the linearity and the unequal way that modernization has been carried out. Reciprocal relationships have a certain time associated with them. There's also the time associated with imperial construction. And then there's the time that's associated with unequal exchanges, as I said earlier. And then lastly, there's the time, the synchronous time of contact between cultures. And we have to move away from the quote-unquote original sin of cultural area studies. And this is illustrated by a certain number of publications. Nell Nusselt has illustrated in her work the creation of new Chinese reflections on foreign policy. And the way of representing the world in a different cultural area. This is similar to what Jean-Luc Racine was talking about this morning when he was talking about representations of the world. So, important results.
and ongoing experiments to make an effort, while taking criticism into mind and changes into mind, to make an effort to change things, to improve things. Yesterday we heard about this, and today as well. Globalization calls cultural areas into question, and we can ask ourselves if there's a way we can get out of this closed way of thinking. We are not choosing large spaces. Large spaces, in fact, sort of define themselves because of their demographic characteristics. I had the impression that this was the kind of argument that was one that was going on in France. There's also the role of the GIS and the GDR that we saw yesterday. I'm not going to repeat everything, but I really appreciated a lot of what was said, especially regarding how these structures allow us to take into account some of the changes, internationalization, and the use of digital techniques. And with the creation of the GIS, or the GISs rather, and the GDRs, the revision of the idea of cultural areas has already started. And in France in particular. Thanks to these changes, this comparative approach has been presented through certain examples, for example, in the presentation by Mrs. Gora-Gobin. For example, how do we consider the comparative dimension? And we can also show that the transposition of a body of research with others can be a very productive approach, as Mr. Dikoff said yesterday. And regarding the 1990s, this has been effective for the Oriental or Eastern regions. Regarding pluridisciplinarity and the formula of cultural areas allows us to look at issues with from the perspective of many different disciplines. For 40-some years now, we have been talking about pluridisciplinarity and how great it is. I'm tired of this, honestly. It's an area where we could perhaps look further. We could ask ourselves whether social sciences are really homogeneous. Because humans are social by nature, so they have things in common. And there are different ways of looking at problems through space, through time. So shouldn't we look at what we have in common, what the different fields, social science fields have in common? Look at relationships. The different disciplines distinguish themselves by the way that they attack different subjects, whether they look at it through the perspective of time, space, exchanges, power, etc. One of the advantages of pluridisciplinarity is
that, well, I'd just like to say that there are modèle de l'homme et de la société, si vous voulez, que toutes les sciences de l'homme sont appelées à manier. Il y a une question qui n'a été abordée, mais tout à fait par le biais. Dans l'évolution des sciences de l'homme et de la société, un tournant a affecté certaines d'entre elles. À partir des années 80, on a parlé d'un tournant linguistique en histoire, d'un tournant spatial en sciences sociales, d'un tournant culturel en géographie. Et je crois que dans tous ces cas, ça traduit une attention accrue aux représentations, à l'expérience physique, au rôle de l'imaginaire dont vous parliez dans la prise de décision. C'est-à-dire que cela témoigne du rapprochement d'une partie des sciences de l'homme et des humanités, des sciences de l'homme et de l'histoire de l'art. Tous ces éléments qu'on considérait comme... Et je pense que, bon, on en a entendu parler, mais il me semble que pour l'étude des sciences, des cultures, c'est important. Voilà donc ce que je voulais vous dire, et j'ajoute quelques questions qui me sont venues. J'ai trouvé que on a parlé de la dynamique des cultures, mais en tant que géographe, je ne comprends cette dynamique des cultures que si l'on met l'accent sur la dimension spatiale des cultures, c'est-à-dire sur les modes de communication et de transmission. Et par conséquent, sur l'opposition entre des sociétés purement orales, entre ces sociétés historiques qui sont à la fois des sociétés de l'oralité, l'écrit, des sociétés modernes dans lesquelles on a essayé de faire triompher l'écrit, et puis des sociétés postmodernes dans lesquelles l'oralité revient sous la forme d'une téléoralité, celle de la télévision, Autrement dit, il me semble que dans l'ensemble des transformations qui nous obligent à modifier les approches des aires culturelles, il faut tenir compte peut-être... Alors j'ai entendu parler d'un certain nombre de fois de cela, mais ce n'était pas traité directement. Je vous ai déjà dit en intervenant que j'avais regretté de ne pas entendre parler de glocalisation, c'est-à-dire de cette idée que le lieu, le local, est désormais en contact direct avec le global, ce qui fait que l'étude des lieux prend une signification nouvelle. Et donc, l'étude des aires culturelles, ça devient important parce qu'on y voit le global actuel à l'action sur un fond différent selon les lieux, mais ce n'est plus quelque chose qui soit tourné vers le passé, c'est l'étude de la globalisation sous ses formes différenciées que l'on appréhende comme cela. Une dernière question, il en a été question ce soir sans que le terme soit employé. Il me semble que les sciences sociales sont en train de traverser un tournant axiologique. C'est-à-dire que, autrefois, à présent, le chercheur aimerait se transformer en Dieu le Père. Le chercheur rêve d'avoir une information totale. Et il a le droit d'attendre un certain temps, quelques mois, quelques années, d'avoir accumulé la décision. Dans la vie pratique, vous n'avez pas le droit d'attendre et il est clair que vous n'aurez jamais l'information totale parce que vous êtes dans un monde concurrentiel où on vous cache l'information. Et par conséquent, il y a à la place des disciplines académiques place pour des disciplines praxéologiques. C'est Thierry de Montbrial qui, je crois, a lancé l'idée
À propos de la géopolitique, en géographie, nous avons un autre exemple, celui de la géographie des transports et de la logistique, de savoirs qui sont à la fois voisins et très différents. Et il me semble que ce sont des questions qui pourraient être abordées à ce propos-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Paul Claval, pour ces réflexions si riches et intéressantes. J'ai une petite question à vous. Par exemple, l'interdisciplinarité et le rêve de la connaissance totale. Je suis un peu étonnée que, par exemple, les aires culturelles n'engagent plus avec les sciences naturelles. Dans l'Institut d'Amérique à UCL, UCL c'est un grand collège qui a beaucoup de départements de sciences et j'ai fait la force d'essayer de mettre en place, par exemple, des projets qui invitent aussi les scientifiques, par exemple sur l'Amazon ou sur l'écologie, parce que la conversation entre les sciences naturelles et les sciences sociales, c'est assez intéressant et important dans nos jours. Que pensez-vous de ça, cette idée? Je pense qu'il y a eu une génération durant laquelle, entre 1960 et 1980 ou 90, les rapports entre les sciences sociales et les sciences naturelles se sont distendus. C'est particulièrement vrai en géographie. La géographie des années 1950 était une science naturelle des paysages. Et puis elle est devenue une science sociale du rôle de la distance, de l'éloignement. Et elle a perdu ses racines écologiques au moment où l'écologie devenait à la mode. Elle essaie de rattraper le retard, mais elle n'a pas pris le bon virage au bon moment. Donc je pense que c'est absolument nécessaire. C'est difficile. J'ai créé un laboratoire qui s'appelle à l'heure actuelle le laboratoire Espace, Nature et Culture, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des géographes spécialistes de géographie culturelle et des biogéographes. Il a fallu 9 ans pour arriver à fabriquer un programme de recherche commun entre les deux composantes. Autrement dit, les choses ne sont pas évidentes. Il existe maintenant, et je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a des habitudes, des corporatismes, et par exemple, les naturalistes du groupe refusaient de payer que l'on verse des allocations de voyage lorsque les collègues de géographie culturelle assistaient à des congrès. Pour eux, la seule dépense était correcte, c'était la dépense de terrain. Ça rend difficile le fonctionnement d'une unité. Merci beaucoup. Bon, nous avons peu de minutes pour quelques réflexions de le salon. Nous allons un peu en retard, alors si vous pouvez faire les commentaires plus ou moins short, on peut aller à célébrer la conférence avec un vin, un cocktail, entre 10 minutes ou plus ou moins. Alors, au salon, il y a des remarques? Comment? Il n'y a pas? Alors, nous pouvons continuer parlant dans le cocktail, je crois. Nous pouvons remercier les organisateurs et notre parlant excellent pour une conférence vraiment fraîche, originale et stimulante. Merci beaucoup à tous.